Bon, et bien, bienvenue pour cette formation sur l'apprentissage renforcement, deuxième partie. Donc, je vais commencer par un bref rappel de ce qu'on a vu dans la précédente formation. Donc, pour rappeler le cadre de l'apprentissage par renforcement, on est dans le cadre d'un agent qui est en interaction avec un environnement qui prend des actions donc, qui ont un effet double sur l'environnement. Premièrement, de changer l'état de l'environnement, passer à l'état ST+1, et deuxièmement, de renvoyer une récompense qui traduit ce que vous voulez que l'agent optimise à l'instant T. Donc un exemple d'environnement, c'est par exemple un simulateur du jeu Mario. L'état, ça peut être une frame du jeu. L'action, ça peut être une des commandes du jeu. Et la récompense, donc ce qu'on veut maximiser, ça peut être l'avancement de Mario, plutôt la vitesse d'avancement du personnage. Donc plus précisément, on se place dans le cadre d'un Markovian Decision Process, c'est-à-dire un environnement complètement markovien. Je rappelle ce que veut dire markovien, ça veut dire qu'à un instant t, si vous regardez l'état ST, en fait l'état ST contient en théorie toute l'information des états précédents. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien d'avoir une mémoire en termes d'état. Ça ne sert à rien d'avoir des informations sur les états précédents, toute l'information est contenue dans l'état actuel. Et toute chose égale par ailleurs, c'est bien d'avoir un environnement markovien, même si les environnements ne sont pas toujours markoviens, c'est une hypothèse qu'on fait, donc on suppose que l'environnement est markovien. Et un petit peu pareillement, on suppose que l'environnement est parfaitement observable, c'est-à-dire qu'une observation, ce dont a accès l'agent, correspond exactement à l'état de l'environnement. Encore une fois, c'est une hypothèse, une approximation qui se révèle plus ou moins juste selon les problèmes rencontrés. Donc si on considère les grandeurs mises en jeu dans notre problème, on a d'abord la politique qui désigne la fonction stochastique qui relie l'état observé S à l'action de l'agent. Donc ici on considère les politiques discrètes, c'est-à-dire l'espace d'action est discret. On a la notion de valeur d'état et de valeur d'action qui traduisent à quel point notre état est bon dans notre politique. Rappelez-vous, c'est indexé par la politique, la valeur d'état. Et la valeur d'action qui traduit à quel point notre action est bonne dans notre état et avec notre politique. Et enfin, tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour maximiser le gain futur. Donc on considère la somme des récompenses futures, pondérée par un facteur gamma qui vaut par exemple 0,99 et qui représente la préférence des agents dans les récompenses proches dans le temps. Voilà. Donc je rappelle l'environnement un petit peu fil rouge qu'on a utilisé lors de la dernière formation et qu'on va encore utiliser cette fois. Donc c'est Ocean Env, donc vous êtes dans un océan, vous vous noyez, et vous voulez sortir le plus vite de l'océan en atteignant l'état 0. Donc l'état, c'est un entier qui va de 0 à 10 inclus et qui désigne la distance à la rive. Vos actions, ça peut être soit de vous éloigner, soit de vous rapprocher. Si vous vous éloignez, votre état baisse de 1. Si vous éloignez de la rive, votre état augmente de 1. Si vous baissez, il baisse de 1. Et il est à 10 maximum. Et donc à 0, l'épisode se termine. Votre récompense, c'est moins 1 à tout instant, ce qui traduit le fait que vous souffrez, vous perdez des récompenses parce que vous voulez passer le moins de temps possible dans l'environnement. Et donc l'état initial, c'est 10 et l'état terminal, c'est 0. Voilà. Donc, ce qu'on avait vu, c'est que les algorithmes de RL, ils fonctionnent tous, en tout cas tous ceux qui sont basés sur la valeur d'action, ils fonctionnent tous de la manière suivante. On alterne entre, on évalue notre politique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire évaluer notre politique? Ça veut dire évaluer sa valeur d'action. Donc là, on a la vraie valeur d'action de la politique. Et là, on a un estimateur de la valeur d'action de la politique. Et ensuite, on met à jour de manière greedy la politique, c'est-à-dire qu'on choisit comme action l'action qui maximise la valeur d'action, c'est-à-dire l'action qui, selon l'estimateur de la valeur d'action, est la meilleure dans notre politique pi. Et donc en fait, les différences entre des algorithmes de RL, c'est ça, c'est la manière dont on évalue notre valeur d'action. Voilà, c'est ça qui caractérise un algorithme de RL value-based, donc basé sur la valeur d'action. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire, ou s'il y a des trucs qui n'étaient pas trop clairs que vous voulez que je précise? Non?
Ok, donc du coup on va passer à la deuxième partie du RL, donc le modèle free. En fait, la semaine dernière, on a vu le modèle base, donc c'est-à-dire que vous connaissez l'environnement, vous connaissez sa dynamique, et donc vous pouvez planifier les actions optimales à prendre. Ici, on est le cas dans le modèle free, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas le modèle, et vous devez interagir réellement avec l'environnement afin d'amasser des expériences et d'apprendre de ça. Donc, les premières familles de méthodes qu'on va voir, c'est les méthodes de Monte Carlo. Alors Monte Carlo, en sciences de manière générale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement des méthodes qui mettent en jeu des estimations d'espérance de variables aléatoires par des moyennes empiriques de ces variables aléatoires. Donc voilà, ça veut juste dire ça. Ou de manière plus générale, c'est des méthodes qui mettent en jeu un processus aléatoire, de tirage aléatoire à répétition. Et en RL en particulier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie en fait, on va jouer un épisode et notre estimateur, ça va être tout simplement le gain qui suit l'état ou l'action prise dans un état. Donc par exemple, si on veut estimer notre valeur d'état, donc V pi chapeau de S, hein, rappelez-vous le chapeau c'est pour estimateur, on va tout simplement prendre l'état le gain qui suit cet état. Donc, par exemple, si on fait Monte Carlo sur un épisode, on joue un épisode tôt, un épisode ça se note généralement tôt, et on observe un ensemble d'états qu'on va noter S tôt, et à la fin de l'épisode, pour chaque état observé à l'instant T, on va associer à notre état ST le gain qui a suivi cet instant T. Donc là, c'est la définition la plus intuitive de valeur d'état estimé, parce que la valeur d'état, je rappelle, c'est l'espérance du gain futur, sachant qu'on est dans un état ST. Donc là, c'est le gain observé. Et c'est un estimateur non biaisé, du coup, par définition immédiate, hein, de notre valeur d'état. Alors le problème de ça, c'est que on fait ça que sur un seul épisode, donc on n'a qu'une seule estimation de ce qu'on a vu. Et donc ce qu'on pourrait faire plutôt, c'est faire une moyenne. Donc par exemple, on fait n épisodes, et la valeur d'état estimée pour l'état S, ça va être la moyenne des gains futurs observés à des instants où l'état ST a été observé. Voilà. Et on peut faire de manière très similaire pour la Q-value. Donc sur n épisodes, on joue n épisodes où cette fois on observe des couples état-action, et pas seulement des états. Et ensuite, pour chaque couple état-action observé, on va associer à la Q-value estimée la moyenne des gains futurs observés quand l'état était S et l'action était A. Voilà, donc les avantages de faire, c'est que c'est intuitif, c'est mathématiquement vrai, hein, c'est la manière la plus directe de faire notre estimation, puisqu'on passe d'une définition d'espérance à une espérance empirique en fait. Et donc c'est assez immédiat mathématiquement que l'estimateur de Monte Carlo est non biaisé, puisque ça vient en fait directement de la définition. L'inconvénient, c'est que premièrement, c'est terminal. Alors qu'est-ce que j'entends par terminal? Je veux dire par là que ça convient que aux environnements qui sont terminaux, c'est-à-dire que l'épisode s'arrête à un moment, parce que pour calculer le gain futur, il faut observer tout le gain futur. Donc si votre épisode se termine jamais, comme c'est parfois le cas pour certains environnements, vous ne pouvez pas réaliser ça. Et le deuxième problème, c'est que vous avez beaucoup de variance, c'est-à-dire que, j'en parle un peu dans la suite, mais en gros, les récompenses éloignées dans le temps vont être très très peu corrélées avec l'état ST. Et donc ces récompenses éloignées dans le temps vont introduire une variance assez significative. Alors, on va faire un exemple pour que ce soit bien clair ce que c'est que Monte Carlo. Donc là, imaginons, notre environnement, c'est un jeu de morpion, et vous êtes face à un adversaire qui commence et qui joue aléatoirement. Et votre récompense, c'est une reward sparse. Je rappelle ce que c'est sparse, ça veut dire que vous l'obtenez qu'à la fin, ou qu'à des moments très précis de l'épisode. Donc plus 1 quand vous gagnez, ou moins 1 quand vous perdez, 0 en cas de match nul, et 0 pendant tout le reste de l'épisode. Donc là, par exemple, on fait un épisode, donc ça c'est une suite d'états. Donc ça c'est l'état dans lequel vous commencez, donc l'adversaire a joué au centre. Et ça, c'est l'état juste après. Vous avez décidé de prendre l'action là,
et lui, juste après, il a joué à droite, et du coup, l'état suivant, c'est ça. Et on continue jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous perdez, du coup, vous obtenez une récompense de -1. Et là, on fait un deuxième épisode, où cette fois, vous avez gagné. Et donc pareil, vous pouvez remarquer que la durée de l'épisode est différente dans les deux. Donc maintenant, comment on va estimer la valeur de nos états? Là, je vais faire que la valeur d'état, je ne vais pas faire la valeur d'action. Donc on va considérer tous les états qu'on a obtenus, et on va faire la moyenne des gains futurs observés sur les épisodes où les états ont été observés. Donc là, par exemple, pour l'état initial, on l'a observé dans l'épisode 1 et 2, du coup, la valeur d'état, ça va être la moyenne des gains futurs, donc ça va être -1 plus 1 sur 2, ça va être 0. Là, cet état-là, il est observé que dans le premier épisode, donc sa valeur d'état, ça va être le gain futur estimé seulement sur le premier épisode, ça va être -1. Celui-là, il est observé que sur le deuxième épisode, donc ça va être +1, sa valeur estimée. Celui-là, il est observé dans les deux épisodes. En fait, on observe le deuxième état est différent, mais celui-là, au troisième, on revient au même. Et du coup, la valeur d'état, ça va être la moyenne sur les deux épisodes. Et enfin, celui-là, donc c'est l'avant-dernier état du deuxième épisode, ça va être +1 du coup, puisqu'on ne l'observe pas dans l'autre épisode. Voilà. Donc vous voyez, remarque, l'apprentissage est terminal. Question sur le fonctionnement de Monte Carlo, ou remarque? Ouais. Ouais. Alors si on faisait pareil avec les valeurs d'action, du coup, là on commence... Ouais, c'est ça. Là du coup on aurait quoi comme couple état-action? On aurait état là, action en haut à droite, état là, action à gauche, d'autres états-action. Ici, on aurait état là, action à gauche, et état là, action en haut à droite. Donc, ouais, on aurait deux fois, on ferait encore une moyenne ici, puisqu'on a les mêmes. Mais là, du coup, il serait différent, par contre. Là, le couple état-action est différent, et là, je crois que c'est le même. Ah non, c'est pas le même, non. Non, pas du tout, non. Bref, ouais. Du coup, la transition vers état-action se fait assez bien. Donc, encore une fois, là, je considère seulement quand l'espace d'état et l'espace d'action est discret, pour qu'un nombre limité, par exemple si vous voulez une idée, 50 états et 10 actions. Voilà. D'autres questions? Non. Ok, donc je vais juste faire une remarque sur comment est-ce qu'on calcule des valeurs d'état ou d'action, des estimateurs en général. La manière la plus intuitive de faire, donc c'est ça, c'est faire une moyenne, ce qu'on appelle cumulative average. Donc ça, imaginons en fait notre estimateur c'est la valeur d'état estimée d'un état, et nos xi ce seraient les gains futurs observés. Et du coup on fait simplement la moyenne, et on ne garde pas en mémoire tous les xi. En fait on peut utiliser une formule incrémentale. Là si vous injectez xn, le xn là-dedans, vous retombez sur l'addition avec xn plus 1, donc ça permet de pas garder en mémoire les xi. Donc c'est formidable. Mais le problème c'est que là, en fait, notre xn, il tend certes vers l'espérance de x à l'infini par la loi des grands nombres, mais en fait, c'est adapté uniquement aux environnements et aux politiques stationnaires. Par exemple, si votre environnement, il change, ou si votre politique, elle change, les xi, ils vont être en espérance possiblement différents, et donc ça a assez peu de sens que tous les xi pèsent autant, si l'environnement et la politique ne sont pas stationnaires. Parce que les premiers xi vont être autant considérés que les derniers xi, alors que les derniers xi sont plus vrais. Donc juste un exemple, Monte Carlo, de à quoi ça revient de faire ça. Vous avez votre ancienne valeur d'état, et l'incrémentation, c'est vous appliquez cette formule, avec ça c'est le gain observé à l'instant où on a vu l'état S, et ns c'est le nombre de fois où vous avez vu l'état S pendant l'entraînement. Du coup, une manière plus
plus intelligente et plus adaptée aux environnements non stationnaires, c'est de faire ce qu'on appelle moving average. Donc en fait, c'est appliquer un learning rate alpha, donc par exemple 0,01, qui va faire en fait vous rapprocher un petit peu de votre observation. Voilà. Et pour ceux qui voient où je veux en venir, ça c'est assez adapté à l'approche deep learning, où vous avez aussi un learning rate. Donc, je vais noter le fait de faire ça comme ceci. Donc, ça, c'est votre estimateur, par exemple, valeur d'état estimée ou Q-value estimée, qu'on rapproche de l'observation. Observé. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que XI est censé être un estimateur non biaisé de votre valeur d'état ou d'action actuelle. Donc c'est ça ce que je veux dire par ce symbole. Et ça symbolise donc un algorithme de RL. Donc là, l'avantage, c'est que plutôt que tendre vers l'espérance de X, il va se rapprocher vers l'espérance de X actuelle. Donc ça, c'est adapté aux environnements et aux politiques non stationnaires parce que les XI récents pèsent plus que les premiers XI qui sont rapidement oubliés au fil de l'entraînement. Donc par exemple, dans le cas de Monte Carlo, on va dire que la valeur d'état, c'est à 99% l'ancienne valeur d'état et à 1% l'observation observée à l'instant où on réalise l'étape d'entraînement. Voilà. Des trucs qui sont pas clairs là-dessus? Oui. Alors, bon, je vais répéter les questions à chaque fois parce que je suis pas sûr qu'on entende pour l'enregistrement. Du coup, la question c'était, pour la formule en bas à droite, initialement, comment est-ce qu'on initialise les valeurs d'état? Alors, on peut l'initialiser à 0 ou alors dire que la première valeur d'état, c'est exactement la valeur observée. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est on initialise aléatoirement autour de 0. Et de manière générale, on le verra après, pour les valeurs d'état, j'ai pas de remarque, mais pour les valeurs d'action, c'est bien de les surestimer, parce que si vous les sous-estimez, vous allez moins être tenté de les explorer, alors que si vous les surestimez, vous allez plus être tenté de les explorer et vous rendre compte qu'elles sont pas bien, puisque vous allez en général sélectionner les actions qui correspondent aux meilleures valeurs d'action. Et donc c'est mieux, de manière générale, de surestimer d'initialiser les valeurs d'action de manière assez surestimée, ce qu'on appelle optimistic initialization. Bon, si c'est pas très clair, vous comprendrez après ce que je veux dire quand j'expliquerai comment est-ce qu'on fait pour explorer. Ok. Du coup, je vais passer à la suite. Donc, les résultats pour Monte Carlo. Donc là, je rappelle le graphe. En abscisse, vous avez l'état qui va de 0 à 10 inclus, qui désigne la distance à la rive. Donc plus il est éloigné, moins il est bon, l'état. Et en ordonnée, vous avez les valeurs d'état. Donc là, vous voyez que à chaque itération d'apprentissage, donc à chaque épisode, les valeurs d'état se rapprochent des vraies valeurs d'état. Bon, c'est pas exactement, ça converge pas exactement vers la vraie valeur d'état parce qu'il y a toujours ce facteur gamma, rappelez-vous. Et donc là, on voit que ça converge plutôt bien. Maintenant, si je regarde une politique, oui, parce que là, c'était pour la politique se rapprocher, donc c'est la politique optimale, vous allez toujours vers la rive. Pour une politique un peu plus stochastique, un peu moins bien, donc là, c'est un petit peu plus bruité. Il y a un peu des turbulences dans l'apprentissage, parce que le learning rate est peut-être un peu trop élevé. Du coup, ça converge quand même, en tout cas ça garde l'ordre des valeurs d'état entre elles, donc c'est déjà pas mal. Et du coup, voilà, ça converge à peu près, et en fait les turbulences viennent de la stochasticité induite par la politique, qui fait que les différents épisodes vont être différents en gains observés, et donc les valeurs d'état vont un petit peu être différentes entre deux itérations. Maintenant, là on entre dans les problèmes, c'est que pour la dernière politique, s'éloigner, on a ça.
Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est la valeur d'état de l'état 10. Elle est super bien estimée. Donc elle est estimée comme étant moins l'infini. Alors pourquoi c'est pas moins l'infini? Pourquoi c'est moins 5? Parce que, je rappelle, il y a un facteur gamma. Du coup, la somme des récompenses pondérées par gamma, ça fait pas moins l'infini, c'est fini. Ça fait moins 5 du coup. Parce que j'ai mis un gamma à 0,8. Bref. Mais donc voilà, donc lui il est super bien estimé, mais les autres ils sont pas bien estimés. Pourquoi? Parce qu'en fait, Monte Carlo, vous allez apprendre des états uniquement ceux pour lesquels que vous avez observé. Et en fait, avec cette politique pisse éloignée, vous observez jamais les états là. Pourquoi? Parce que dans l'environnement, on commence à l'état 10, et la politique, elle dit de s'éloigner tout le temps. Donc il va rester bloqué à 10 indéfiniment. Et le problème de faire ça, c'est que les valeurs d'état là, vous les observez pas. Et du coup, vous pouvez même pas avoir une seule estimation d'à quel point ils sont bien ou pas bien. Du coup, ça, c'est un problème. Parce que ça veut dire qu'on n'allez jamais pouvoir estimer réellement ce que vaut cette politique, en fait. Vous allez croire qu'elle vaut ce comme quoi elle a été initialisée, même au bout de 1000 épisodes, quoi. Donc ensuite, vous avez la même chose avec les valeurs d'action. Alors pour les valeurs d'action, je rappelle les actions vertes, c'est celles qui correspondent aux bonnes actions de se rapprocher vers la plage, et les actions rouges, c'est celles qui correspondent aux actions de s'éloigner. Donc là, on voit que ça converge pour les actions vertes vers les bonnes valeurs d'action, qui sont moins S pour les vertes, mais ça ne converge pas vers les bonnes valeurs d'action pour les actions rouges. En fait, elles ne bougent pas. Pourquoi elles ne bougent pas? Parce qu'on ne visite jamais ces actions. On est dans le cas de la politique se rapprocher, du coup on ne prend jamais les mauvaises actions, s'éloigner, du coup vous n'allez jamais rencontrer ces actions et vous n'allez jamais apprendre d'elles. Et donc là, l'algorithme il pense que les actions là, elles sont meilleures, dans cet état-là, elles sont meilleures que celles-là. Donc c'est vraiment un problème. Par contre, dans le cas d'une politique un peu plus stochastique, où vous prenez quand même l'action de vous éloigner 20% du temps, là on voit qu'on apprend quand même pour les rouges, on apprend pour les deux. Alors on apprend mieux pour les vertes, parce qu'on les sélectionne plus souvent, mais on apprend aussi pour les rouges. Juste, ça met un petit peu de temps de les apprendre. Voilà. Et là, pour la politique de s'éloigner, c'est une catastrophe. On apprend non seulement que à l'état 10, mais on apprend que pour l'action de s'éloigner. On n'apprend même pas de l'action de se rapprocher. Donc ça, c'est un problème dit d'exploration, c'est-à-dire que les actions qui ne sont pas assez prises, qui ne sont jamais prises, et les états qui ne sont jamais atteints en jouant la politique, ne peuvent pas être bien évalués. Donc, en l'état, comme ça, Monte Carlo, il ne peut pas évaluer les politiques qui sont déterministes, en tout cas pas parfaitement. Donc il ne peut pas évaluer les politiques comme politique de se rapprocher ou de s'éloigner. Voilà. Donc, une fois qu'on a réalisé ce problème de prediction, donc c'est-à-dire d'évaluer les valeurs d'état et les valeurs d'action, ce qu'on fait, c'est on rentre dans la boucle classique du RL, donc alterner évaluation de la politique au sens de la Q-value et amélioration greedy de la politique. Donc là, en fait, on alterne évaluation de pi par Monte Carlo Prediction. Donc Monte Carlo Prediction, c'est l'algorithme que je viens d'expliquer, puis de montrer en termes de résultats expérimentaux. Donc on peut faire ça pour un certain nombre d'épisodes, ou jusqu'à ce qu'il y ait convergence selon un certain critère de convergence. Généralement, ce qu'on fait, c'est plutôt dès qu'on peut, donc un épisode. Et une fois qu'on a fait ça, on met à jour la politique en la rendant greedy au sens de la Q-value. Mais comme on l'a précédemment expliqué, ça pose des problèmes d'utiliser la politique greedy, parce que la politique greedy, elle est déterministe, elle choisit tout le temps, dans un état, elle va tout le temps choisir l'action qui maximise la Q-value, et du coup elle va possiblement mal être évaluée, ne serait-ce parce que déjà pour les actions qui ne correspondent pas aux meilleures Q-value, elle va jamais les prendre. Donc en fait, comme ça, Monte Carlo, il ne peut pas bien évaluer les politiques qui sont déterministes, donc la politique greedy. Du coup, il y a besoin de faire quelque chose pour explorer plus les actions qu'on ne prend pas, qu'on va voir tout de suite. À moins qu'il y ait des questions sur Monte Carlo. Non. Ok. Du coup, comment on fait pour résoudre ce problème d'exploration? On utilise en fait ce qu'on appelle des politiques exploratives. Donc, c'est des politiques qui vont en général exploiter quand même la notion de Q-value pour
bien explorer les états les plus prometteurs, mais qui vont en même temps essayer d'explorer un peu. Donc la politique explorative la plus connue, c'est la politique epsilon greedy, ici. Donc en fait, c'est avec une probabilité 1 moins epsilon, epsilon qui vaut par exemple 10%, ça reste la politique greedy. Mais 10% du temps, ça va prendre une action aléatoire. Et donc ça va permettre de bien estimer, bien explorer toutes les actions, puisque en théorie, toutes les actions dans tous les états vont être prises avec une probabilité non nulle au cours de l'entraînement. Une politique un peu similaire, c'est la politique de Boltzmann. Donc là, c'est un petit peu comme politique epsilon greedy, mais en fait, c'est un softmax sur les Q-values. Donc en gros, vous allez prendre vous avez une chance non nulle de prendre chacune des actions dans un état S, mais c'est pondéré par la Q-value. Donc les actions qui correspondent à des plus hautes Q-values, vous allez les prendre plus souvent. En fait, c'est un softmax sur les Q-values que vous avez là. Et tout ça, c'est paramétré par un hyperparamètre grand T qu'on appelle la température. Et quand la température est très élevée, ça correspond à une politique très aléatoire. En fait, quand T vaut l'infini, ça correspond à un random. Et quand T est très faible, par exemple quand T tend vers 0, ça correspond on revient à la politique greedy. Donc le principe, c'est de baisser T au cours de l'entraînement pour, au début, bien explorer et à la fin bien exploiter puisqu'on a suffisamment exploré les actions. Une troisième politique dont je souhaitais vous parler, c'est UCB, donc Upper Confidence Bound. Donc ça correspond à prendre l'action qui maximise non pas la Q-value, donc un terme d'exploitation, dans le sens que vous allez exploiter ce que vous savez déjà sur un Q-value, mais une somme d'exploitation et d'exploration. Donc le terme d'exploitation, c'est ça, c'est la Q-value, et le terme d'exploration, c'est ceci. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette formule? En fait, NSA, c'est le nombre de fois que vous avez pris l'action A dans l'état S, et log de T, c'est le log de T, donc la durée depuis lequel vous avez entraîné votre agent. Et C, c'est une constante, c'est un hyperparamètre. Donc en fait, ça, c'est un terme d'exploration dans le sens que si vous prenez pas assez votre action A relativement à la durée de l'entraînement, ce terme-là, il va diverger vers plus l'infini. Et du coup, l'action-là, va y avoir beaucoup de raisons de la prendre. Donc voilà, c'est un espèce de trade-off entre exploitation et exploration. Alors quelque chose qu'on peut faire pour le paramètre epsilon, et on peut aussi le faire pour le paramètre t en fait, c'est de ne pas le garder constant, d'avoir quelque chose qui descend au cours du temps. C'est-à-dire qu'au début, vous allez le prendre très élevé, à 1, parce que vous n'avez aucune idée des Q-values, donc vous voulez juste explorer. Donc vous voulez avoir une politique random, par exemple. Et à la fin, plus l'apprentissage progresse, moins vous avez besoin d'explorer, plus vous connaissez déjà des choses sur l'environnement, et donc vous avez moins besoin d'explorer, vous avez surtout besoin d'exploiter de manière performante ce que vous savez déjà. Et du coup, vous allez avoir un epsilon qui va être réduit. Mais il ne faut jamais, en tout cas en pratique, mettre le epsilon à 0, parce que vous pouvez toujours avoir besoin d'explorer suffisamment. Enfin, vous n'êtes jamais en mesure de savoir quand est-ce que vous avez plus besoin d'exploration. Et même si vous en aviez plus besoin, c'est possible que mettons, l'environnement il change de manière significative tout d'un coup, et que du coup, vous ayez besoin d'explorer de nouvelles actions ou des choses comme ça. Donc, de manière générale, c'est une bonne pratique, c'est de ne jamais avoir votre epsilon qui atteint 0. Toujours l'avoir à 5% ou 2%, bref. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette slide? Notion d'exploration, d'exploitation, à quoi ça sert? Ou les politiques en particulier? Ok. Du coup, donc ça c'est juste la slide il y a 2 slides mises à jour avec, au lieu de greedy, epsilon greedy. Donc c'est le vrai algorithme de Monte Carlo Control, alternance entre prédiction avec Monte Carlo et amélioration epsilon greedy de pi. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on a le graphe des Q-values, et ici, les flèches, ça veut dire, c'est les greedy actions, c'est-à-dire la couleur,
représente l'action qui, selon la Q-value, est la meilleure, donc qui est la Q-value la plus importante. Donc là, vous voyez qu'il fait 8 itérations, donc 8 boucles, et en fait, une itération de prediction, c'est 40 épisodes de prediction, donc pendant 40 épisodes, il va accumuler des gains observés, et à la fin, il va mettre à jour, à la fin de la période de prédiction, il va mettre à jour sa Q-value en rendant la politique greedy, enfin plutôt epsilon greedy. Donc vous voyez bien que là, ça converge, puisqu'il a assez rapidement compris quelle était la politique optimale, c'est-à-dire d'aller toujours à gauche. Voilà. Donc, bilan sur Monte Carlo, l'avantage, c'est par rapport au modèle Bayes qu'on a vu dans la formation précédente, c'est qu'il peut apprendre des vraies expériences. Donc là, il est vraiment adapté à un environnement réaliste avec lequel vous devez interagir. L'inconvénient, c'est que c'est offline, ou plutôt c'est terminal, c'est-à-dire que vous devez attendre la fin d'un épisode pour estimer ses valeurs. Et vous avez, comme j'en ai parlé brièvement, un problème de variance, c'est-à-dire que les récompenses éloignées dans le temps vont être très peu corrélées avec votre état ou votre état action. Et ça va poser des problèmes d'instabilité d'apprentissage. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur Monte Carlo en général? Sinon, je vais passer à TD Learning, qui est l'autre famille de méthodes utilisées. Ok, donc TD Learning, comme on l'a vu, en fait, il y a un problème de variance avec Monte Carlo, et TD Learning va répondre à ce problème de variance. Donc, je vais faire une introduction sur qu'est-ce que c'est que le dilemme biais-variance en RL. Donc ça, c'est un algo avec du biais, c'est-à-dire que l'algo, il converge, ok, mais il ne converge pas vers une bonne solution. Il converge vers une solution qui est différente des vraies valeurs d'état. En fait, ça, c'est à cause du facteur gamma. Le facteur gamma, il a introduit un biais par rapport au vrai objectif initial, de maximiser la Q-value, la récompense future non pondérée. Donc qu'est-ce que c'est qu'un biais d'un estimateur V-chapeau? C'est une erreur systématique entre l'espérance de votre estimateur, donc ce vers quoi il va converger, et la vraie valeur d'état. Et si le biais est non nul, on apprend vers une mauvaise valeur, comme c'est le cas sur ce graphe. Donc, dans le cas de Monte Carlo, on a un estimateur non biaisé, puisque l'espérance de l'estimateur de Monte Carlo, donc la somme des récompenses futures pondérées par le facteur gamma, ça correspond bien à la définition de la valeur d'état. Dans la définition de la valeur d'état, il y a bien le facteur gamma. Du coup, il n'y a pas de différence en termes d'espérance entre les deux, donc on dit que l'algo est non biaisé. Maintenant, le problème de Monte Carlo, c'est la variance, car R grand T, donc la récompense finale, et de manière générale les récompenses éloignées dans le temps, est très peu corrélée avec l'état ST actuel, dans le sens que pour un même état, vous pouvez avoir des récompenses éloignées dans le temps très différentes entre deux épisodes. Donc ça, c'est un problème de variance. Donc là, on a un exemple d'algo où il y a beaucoup de variance, ça a du mal à converger. Alors c'est satisfaisant quand même dans la plupart des cas, puisque vous pouvez remarquer quand même que vous conservez un ordre entre les différentes valeurs d'état. Vous gardez le bon ordre que vous voulez, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'instabilité. En fait, ça, c'est un exemple pour vous montrer que de manière générale, quand vous avez trop de variance, votre apprentissage, il est très instable. Et ça peut poser des problèmes, ça peut ralentir l'apprentissage. Donc qu'est-ce que c'est la variance? La variance, c'est le phénomène qui fait que même si votre estimateur il peut être non biaisé, il peut en espérance être correct, en pratique, quand vous allez observer une donnée, cette donnée en espérance, elle va être trop éloignée, en négatif ou en positif, de l'espérance. Et du coup, le fait que ça varie trop, si vous basez votre estimateur seulement sur une observation, et en fait, même si en espérance c'est bon, l'étape d'apprentissage que vous allez faire va être très déstabilisante et du coup ça va contribuer à ralentir fortement l'apprentissage. Donc les sources de variance en RL, qu'est-ce que ça peut être? C'est d'abord les sources intrinsèques à l'environnement, donc en termes de transition et de reward, mais ça peut être aussi dû à la politique de l'agent qui par nature est stochastique. On a vu les politiques exploratives sont nécessaires à l'apprentissage. Donc forcément, vous avez des politiques stochastiques. Donc comment répondre à ce problème de variance?
Voilà, on introduit l'estimateur de TD Learning. Donc en fait, on va utiliser ce qu'on appelle du bootstrapping, c'est-à-dire estimer notre valeur d'état à partir d'elle-même, à partir de la valeur d'état. Donc en fait, vous allez dire que l'estimateur de la valeur d'état, c'est la récompense actuelle plus la valeur d'état de l'état suivant. Et on n'oublie pas le facteur gamma. Donc en fait, si vous posez les calculs en termes d'espérance, vous voyez que ce calcul est vrai, en tout cas pour la valeur d'état, pas pour la valeur d'état estimée. Donc si je compare à l'estimateur de Monte-Carlo, Monte-Carlo, c'est estimer toutes les récompenses jusqu'à la fin. Là, c'est regarder juste la première récompense. Et la suite, on se dit, c'est à peu près notre valeur d'état suivante. Donc, vous pouvez vous dire qu'ici, on a factorisé par gamma et on a pris un estimateur de la valeur d'état observée juste après. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, RT plus gamma, valeur d'état de l'état suivant, c'est un estimateur sans biais. Si vous posez les calculs en termes d'espérance, ça colle bien. Et c'est à faible variance, c'est la plus faible variance que vous pouvez, puisque là, la seule source de variance, c'est l'environnement. C'est la récompense et l'état ST plus 1 qui vont dépendre de l'état que vous étiez avant. Enfin, ça dépend aussi de l'action que l'agent prend, mais vous ne pouvez pas mieux faire, c'est ça que je veux dire. Alors que dans Monte Carlo, en fait, non seulement vous avez plus de variance en termes d'environnement, mais là, les récompenses, elles peuvent aussi être déterminées par l'agent qui va prendre des actions bien différentes entre deux épisodes. Donc ça, c'est un estimateur, c'est super bien, parce que c'est sans biais et c'est à faible variance. Mais rappelez-vous, on n'y a pas accès, puisque c'est la valeur d'état qu'on souhaite justement estimer, donc évidemment, on n'y a pas accès. Donc il faut qu'on l'estime par un estimateur, par une grandeur qui est cette fois-ci incorrecte, par définition, puisque c'est ce qu'on apprend. Donc là, on est clairement dans le cadre d'un estimateur avec biais, puisque vous avez la première récompense, où là, il n'y a pas de biais, c'est bien non biaisé, la récompense que vous observez juste après, mais l'état que vous observez juste après est lui aussi non biaisé. Par contre, la valeur estimée de cet état est biaisée, puisque c'est un estimateur, donc forcément biaisé par rapport à ce vers quoi vous l'avez initialisé. Donc en fait, il y a deux termes dans cet estimateur de TD0, un terme non biaisé qui permet d'apprendre, et un terme qui est certes biaisé, mais qui permet de réduire la variance et de stabiliser l'apprentissage. Et pourquoi ça marche quand même alors qu'on a un estimateur avec biais? C'est qu'en fait, le biais, il est de moins en moins faible, dans le sens que là, la récompense, ça va permettre d'apprendre, donc de réduire le biais, et donc ça va permettre de réduire le biais aux étapes d'apprentissage suivantes, etc., etc., et ce qui va faire que vous allez apprendre de manière plus lente, mais plus régulière. Et en fait, très souvent, c'est mieux de faire ça que de faire Monte Carlo pour ces problèmes de variance. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc qui n'est pas clair là-dessus? Non? Ok. Du coup, donc, en termes d'implémentation, comment ça marche? Ça, c'est juste ce dont je parlais tout à l'heure, moving average. Donc, vous rapprochez votre valeur d'état estimée par de la valeur d'état selon l'estimateur de TD Learning, donc récompense plus gamma fois valeur d'état estimée suivant, de manière proportionnelle à un learning rate. Et donc cette quantité-là, qui traduit l'erreur que vous avez entre la valeur actuelle et la valeur estimée, c'est ce qu'on appelle la différence temporelle, et donc TD, c'est ce qui a donné son nom à l'algorithme. Et voilà, c'est une quantité qu'on retrouve souvent dans la littérature, c'est pour ça qu'elle a un nom. Donc voilà, ça c'est notre algorithme pour estimer la valeur d'état. Donc brièvement, vous initialisez votre valeur d'état de manière arbitraire, par exemple 0, et ensuite vous itérez sur les épisodes, puis sur les steps, les instants de l'épisode. Vous, là c'est prendre l'action et effectuer une étape dans l'environnement. Et là vous appliquez donc votre formule d'incrémentation de la valeur d'état. Donc là, vous pouvez remarquer que, contrairement à Monte Carlo, cette étape d'apprentissage, vous la faites en plein milieu de l'épisode. Vous la faites à chaque étape. Du coup, ça, c'est tout à fait adapté aux états non terminaux, aux environnements non terminaux, aux environnements qui ne terminent jamais, puisque vous apprenez littéralement en plein milieu de l'épisode. Du coup, c'est pour ça que c'est super pratique pour ce qui est de ces environnements non terminaux.
Donc, si on regarde les résultats pour la valeur d'état, donc là vous voyez que pareillement ça converge dans le cas de la politique de se rapprocher. Ça converge aussi un peu plus difficilement forcément pour cette politique-là. Alors vous voyez qu'il y a des espèces de fluctuations qui se propagent. D'où ça vient ça? Ça vient du fait que en fait la valeur d'un état estimée, elle va dépendre des valeurs des états suivants et précédents selon la formule. Du coup, quand vous avez une valeur d'état qui va changer, ça va indirectement changer les autres valeurs d'état à côté, les valeurs des états proches dans l'environnement, on va dire. Et enfin, donc pour la politique de s'éloigner, on a toujours le même problème, qui est qu'on sait bien estimer uniquement le dernier état. Et donc pareil, on a besoin des politiques exploratives. Donc comme dans Monte Carlo, ça converge pas. Si vous avez une politique greedy, il faut une politique epsilon greedy, ou une autre politique explorative. Donc maintenant, on a vu le TD Learning pour la valeur d'état, donc c'est l'algorithme TD0. Et comment est-ce que ça marche pour le prediction problem? C'est exactement pareil, c'est-à-dire que la valeur d'action de l'état S et de l'action A, c'est la récompense, plus la valeur d'action du couple état-action suivant. Donc l'algorithme il s'appelle SARSA. Pourquoi il s'appelle SARSA? Parce que vous avez état S, action A, récompense R, état suivant S, action A suivant. Donc ça fait SARSA. Et donc ça c'est un estimateur, encore une fois, avec peu de variance, mais avec du biais, le biais induit par l'estimateur, et la faible variance induite par le fait que les seules sources de variance sont la variance en termes de récompense qui vient de l'environnement, la variance en termes d'état suivant qui vient de l'environnement, et la variance en termes d'action qui vient de l'agent, qui vient de la politique de l'agent. Mais voilà, il y a beaucoup moins de variance que dans le cas de Monte Carlo. Une petite alternative à SARSA qu'on peut faire, qui a encore moins de variance, c'est SARSA expected. Donc là, vous n'avez plus d'action AT plus 1 prise par l'agent. Vous allez juste considérer toutes les actions possibles et vous allez dire la Q-value suivante, un estimateur, c'est la somme des Q-values suivantes pondérées par les probabilités que mon agent y prenne cette action. Du coup, vous avez moins de variance parce que l'action suivante, elle ne dépend pas de l'agent, c'est vraiment un calcul mathématique. Donc là, vous avez un estimateur non biaisé si on n'avait pas de chapeau, et vous avez un estimateur du coup un peu biaisé. Donc c'est le même biais, en espérance, mais il y a moins de variance. Ok. Du coup, imaginons si on prend la politique greedy, et qu'on applique SARSA expected sur la politique greedy, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cette équation qui correspond à l'équation du Q-learning. Pourquoi? Parce que la politique greedy, c'est de prendre l'action qui maximise la Q-value. Donc pi greedy de A sachant S, c'est quoi? C'est 1 si A c'est l'action qui maximise la Q-value et 0 sinon. Du coup, en fait, si on réfléchit, si là je remplace par cette indicatrice de A égale argmax, ça revient à faire le max en fait. Donc cette équation qui est super connue, c'est l'équation du Q-learning. Et pour ceux qui se rappellent de la formation précédente, vous pouvez peut-être remarquer que c'est un petit peu une application de la formule de Bellman, de l'équation de Bellman optimale sur la Q-value. Et donc en fait, cet algorithme, c'est aussi un algorithme c'est un algorithme de prédiction de la politique optimale, mais du coup, c'est aussi un algorithme de contrôle, puisque là, on n'a même pas besoin de prédiction, ça converge directement vers la valeur d'action optimale. Voilà. Donc là, pareil, j'ai affiché les résultats pour SARSA, donc TD Learning adapté au Q-value. Là, vous voyez bien que ça, ici, ça n'apprend pas. Les valeurs correspondent aux mauvaises actions. Ici, ça apprend un peu des deux, et là, pareil, ça n'apprend pas, enfin, ça apprend que pour celle-là, du coup, qui doit déjà avoir convergé, ouais, c'est ça. Voilà, donc pareil, un problème d'exploration. Des questions là-dessus, sur la manière d'estimer les Q-values avec TD Learning? Non? Ok. Du coup, on en arrive au contrôle problème. Donc, je rappelle, le contrôle problème, c'est quand vous voulez
améliorer votre politique. Là, on n'avait que traité prediction problem, donc évaluer comment vous évaluez au mieux votre politique. Donc en fait, le contrôle problème, il se traite en télélearning en alternant une itération d'évaluation avec Sarsa et une amélioration epsilon greedy, parce que si vous prenez greedy, ça va avoir des problèmes d'exploration, comme on l'a vu. Et donc voilà un exemple d'algorithme avec Sarsa, où vous itérez sur les épisodes et les steps, et donc vous appliquez cette formule. Voilà, exactement en fait comme l'algorithme TD0 précédemment, mais juste appliqué à la Q-value. Et ça, c'est les résultats pour Sarsa Control. Là, encore une fois, les flèches, elles symbolisent les greedy actions, les actions que l'agent considère comme meilleures. Donc là, vous voyez qu'en seulement 7 épisodes, donc c'est assez rapide, ça a convergé. Alors qu'avant, il fallait pour Monte Carlo, je crois, 3 ou 4 itérations, et une itération, c'était 40 épisodes. Après, on aurait pu réduire le nombre d'épisodes. Ça aurait peut-être changé les résultats, mais c'est pour vous donner une idée. On voit que là, ça converge plutôt rapidement. Alors, ça ne trouve pas instantanément exactement les bonnes Q-values, mais ce que ça trouve, c'est un ordre entre les bonnes actions et les moins bonnes actions. Et ça suffit pour obtenir la Q-value, la politique optimale. Donc vous n'avez pas forcément besoin que votre Q-value converge pour obtenir la politique optimale. Hein. Avoir seulement, entre guillemets, un ordre entre les actions qui sont les meilleures et les actions qui sont les moins bonnes, ça suffit. Voilà. Donc, une petite variation de TD Learning, c'est N-Step TD Learning. Donc là, en fait, au lieu, comme dans TD0, de bootstrap juste après la première récompense, là, on va attendre N récompenses, et du coup, on va bootstrap au bout de N récompenses. Donc là, vous voyez qu'on attend les N premières récompenses, sans oublier le facteur gamma, et ensuite, on va bootstrap. Vous pouvez faire la même chose avec Sarsa, et en fait, vous pouvez remarquer que quand N tend vers plus l'infini, en fait, on se ramène à Monte Carlo. Donc en fait, N-Step TD Learning, c'est une sorte de trade-off entre TD Learning de base et Monte Carlo. Donc là, c'est quoi les avantages et les inconvénients du N, d'augmenter le N? Déjà, quand vous augmentez N, vous allez avoir pour effet d'augmenter la variance. Pourquoi? Parce que si N est plus important, vous devez attendre plus longtemps avant de couper, avant de bootstrap. Et donc, vous prenez le risque d'avoir des récompenses qui commencent à diverger fortement en termes de corrélation de votre état ou de votre état action. Aussi, un problème un peu moins gênant, mais un problème plus technique, on va dire, c'est d'imposer N étapes avant d'apprendre. Donc, vous attendez N étapes avant d'apprendre sur des états que vous avez vus il y a N étapes. Donc, si N est trop grand, ça commence à devenir un peu délicat, mais en général, c'est pas vraiment un problème. Et l'avantage que ça a, c'est que ça baisse le biais, puisque si vous avez N, plus vous avez N grand, en fait, plus vous ramenez à Monte Carlo. Donc en fait, l'idéal, c'est de prendre un N suffisamment élevé pour que vous considériez assez de récompenses pour que le gain estimé soit correct, mais que ça soit pas trop, qu'il n'y ait pas trop de variance par rapport à votre état. Donc en fait, c'est un hyperparamètre qui dépend fortement d'autres hyperparamètres et de l'environnement en lui-même, qui est assez dur à optimiser. Là, j'ai affiché l'erreur de la différence temporelle après 10 épisodes d'entraînement pour différents N et différents learning rates. Et vous voyez que le N optimal et le learning rate optimal, il varie vachement. Donc, et ça, c'est un truc qu'on retrouve de manière générale en RL, c'est qu'en RL, il y a beaucoup d'hyperparamètres, comme alpha, comme N, et c'est pas forcément intuitif de trouver leur valeur optimale. Donc généralement, on laisse ça à des algorithmes d'hyperparamètres tuning qui le font pour vous. Voilà pour TD Learning. Donc les avantages par rapport à Monte Carlo, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre la fin d'un épisode, et ça c'est un gros avantage, dépendamment des environnements. Et vous avez beaucoup moins de variance. Donc quand vous avez des environnements où il y a beaucoup de variance, alors c'est pas le cas de OceanEnv, puisque OceanEnv en fait il est déterministe, donc la stochasticité elle vient que de l'agent, il devient nécessaire en fait d'utiliser TD Learning, sinon vous avez juste
trop de variance. Et l'inconvénient, c'est que vous avez un biais. Alors que Monte Carlo, c'est mathématiquement plus vraiment immédiat que c'est non biaisé, quoi. Donc voilà, on a fait les principales méthodes qui étaient utilisées en modèle free. Monte Carlo, les méthodes de Monte Carlo et les méthodes de TD Learning. Il y a une autre branche du modèle free qui s'appelle le policy based, donc par opposition à value based, où là il n'y a plus de valeur d'action, en tout cas plus nécessairement, et où vous optimisez directement la politique. Mais j'ai choisi de ne pas traiter cette branche parce que j'ai pas eu le temps en termes de temps pour faire la formation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur TD Learning de manière générale? Ou même sur d'autres trucs? Ok. Du coup, je vais poursuivre avec l'off policy et le Q-learning. Donc, on va voir ce que c'est tout de suite. Alors, donc je vais introduire l'off policy par le problème des limites des politiques exploratives. Donc, on a vu que le besoin d'exploration nécessitait d'utiliser des politiques exploratives, notamment la politique epsilon greedy, avec un epsilon non nul. En pratique, il ne faut jamais prendre votre epsilon nul. Donc, si on a ça, ça veut dire que votre politique, peu importe le stade de l'entraînement, elle sera epsilon greedy. Et votre algo, donc s'il converge bien, donc Monte Carlo contrôle ou Sarsa contrôle, il va entraîner votre politique que vous voulez optimiser, qu'on appelle p-target, vers une politique epsilon greedy qui est optimale, mais qui est seulement optimale parmi l'ensemble des politiques epsilon greedy. Puisque la politique qu'on utilise est forcément epsilon greedy. Ok, on va l'optimiser, mais elle sera epsilon greedy, donc c'est que la meilleure politique epsilon greedy qui existe. Et le problème, c'est que la meilleure politique epsilon greedy, la meilleure politique explorative, elle n'est pas forcément la meilleure politique de manière générale, et des fois, elle est beaucoup moins bien. Par exemple, prenons cet environnement, donc The Cliff. Vous commencez à un état S, vous voulez atteindre le goal G le plus rapidement possible, parce qu'en fait, vous prenez une reward négative à chaque step, un petit peu comme dans Ocean Hand. Et si jamais vous tombez dans la falaise, vous prenez une punition très lourde de -100, et vous recommencez à l'état S. Du coup, le but, c'est d'arriver au goal G sans sans tomber dans la falaise, quoi. Du coup, là, le chemin optimal, c'est évidemment de longer la falaise, et le chemin sûr, c'est de vous éloigner beaucoup de la falaise pour parcourir la distance là. Alors, ça va être quoi la politique optimale explorative? La politique optimale explorative, si on considère les politiques epsilon greedy, en fait, une politique epsilon greedy, une fois sur 10, elles explorent. Donc elles prennent une action aléatoire. Donc elles prennent le risque de prendre une action très mauvaise. Donc en fait, la politique optimale explorative, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Parce que si c'était celle-là, c'est vraiment pas la politique optimale, parce qu'une fois sur 10, vous prenez le risque de tomber dans la falaise. Donc c'est vraiment pas celle-là, c'est évidemment celle-là, c'est de faire ça. Et dès que par malheur, vous explorez là, vous remontez instantanément là, et vous poursuivez votre chemin comme ça. Donc ça, c'est la politique explorative la meilleure, mais c'est pas la meilleure de manière générale. La meilleure de manière générale, c'est le chemin optimal, donc longer la falaise et faire attention. Donc en fait, dans un certain sens, on pourrait dire que converger vers la politique optimale explorative, c'est converger vers la meilleure politique prudente. Et des fois, la meilleure politique prudente, c'est vraiment pas la meilleure politique tout court. Il faut savoir parfois prendre des risques. Du coup, qu'est-ce que c'est la solution à ça? Parce que, bon, je termine rapidement, mais là, je vous ai montré cet environnement, vous pouvez vous dire, ouais, non mais ok, là, on perd juste une reward de 2, c'est pas si grave, mais imaginez, il n'y a pas cette étape-là. Imaginez, il n'y a pas cet espace. Vous êtes obligé de passer par là. Voilà, le truc, il converge vers une politique qui vous dirait, par exemple, s'il y avait de l'espace là, la politique optimale, ce serait de rester dans ce coin-là, quoi. Ce serait vraiment pas d'aller par là. Du coup, ça peut vraiment avoir des effets dramatiques sur l'apprentissage. Donc, c'est quoi la solution à ça? La solution, c'est de dissocier la politique cible, la politique target, donc on va noter pi, et la politique comportementale mu. Donc, la politique pi, c'est celle que vous souhaitez optimiser, celle que vous souhaitez vraiment bien évaluer pour ensuite l'améliorer. Et la politique mu, c'est celle que vous voulez
utilisés pour explorer l'environnement. Du coup, la solution qui consiste à la dissocier, c'est ce qu'on appelle l'off policy. Off policy, ça désigne le fait d'utiliser une politique de comportement, donc la politique avec laquelle vous allez interagir avec l'environnement, qui est différente de la politique que vous souhaitez améliorer. Et ce que j'entends par améliorer, c'est tout d'abord évaluer, puis mettre à jour. Donc en fait, en pratique, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est une politique target qui va être greedy, puisque vous cherchez à optimiser la meilleure politique greedy, et une politique par contre comportementale qui doit être une politique explorative. Donc voilà, voilà ce qu'on va faire. Ok, donc qu'est-ce que ça peut être nos politiques target et notre politique explorative? Comme je l'ai dit, la politique target, ça sera souvent la politique greedy par rapport à la Q-value estimée, mais ça pourrait être aussi une politique quelconque que vous souhaitez juste optimiser. Je pense notamment à l'autre branche du RL, donc le policy base, où vous optimisez directement la politique vie. Par contre, la politique comportementale, ça peut être plusieurs choses. Donc déjà, ça peut être des politiques qui vont permettre l'exploration. Donc je pense notamment à Epsilon Greedy, mais en fait, en théorie, vous pourriez aussi utiliser Random. Hein. Random, ça explore aussi très bien. Pourquoi on utiliserait plutôt Epsilon Greedy que Random? C'est parce que Epsilon Greedy contient des mécanismes d'exploitation. C'est-à-dire que vous allez exploiter ce que vous savez déjà un petit peu sur l'environnement en termes de Q-value. Et du coup, ça va souvent explorer de manière plus pertinente, tout simplement. Mais ça peut aussi contenir en fait cet autre avantage de l'off policy dont je n'ai pas encore parlé, qui est le sample efficiency, c'est-à-dire le fait de quand vous allez sample une donnée, vous allez l'utiliser de manière très efficace plusieurs fois. Parce que là, jusqu'à maintenant, dans la manière où je vous ai présenté le RL, vous devriez sûrement avoir l'impression que vous jouez un épisode, vous vous entraînez sur cet épisode, puis vous jetez tout ce que vous avez accumulé pendant cet épisode. Mais en fait, c'est assez dommage de faire ça, dans le sens que ce serait super si les informations qu'on a amassées pendant cet épisode, elles pourraient être réutilisées plus tard. Surtout pour les environnements dans lesquels c'est pénible d'interagir. Dans les environnements réels, notamment, où c'est compliqué par rapport aux simulateurs informatiques. D'interagir, c'est beaucoup plus lent, quoi. Donc en fait, les intérêts de l'off policy, il y en a deux. C'est déjà le fait de pouvoir utiliser des politiques qui sont exploratives. Et deuxièmement, c'est de pouvoir utiliser des politiques qui sont, des algorithmes qui sont sample efficient, c'est-à-dire qui utilisent plusieurs fois des transitions que vous avez appris au cours de l'entraînement. Alors, est-ce que tous les algorithmes de RL, ils peuvent faire du off policy? Parce que ça a l'air quand même assez puissant, hein, le fait de faire ça. Alors en fait, un algorithme de RL off policy, en tout cas dans le cas value base, c'est, je rappelle, sous cette forme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ma Q-value estimée, comment je vais l'estimer? Je vais l'estimer avec X. Par exemple, X, ça pourrait être le gain futur sachant ST égale S et action égale A. Voilà. Et donc, un algorithme off policy, c'est un algorithme qui vérifie cette équation, c'est-à-dire que votre espérance de X, même si c'est sample avec mu, qui est potentiellement différente de pi, ça reste en espérance, ça reste la Q-value. Autrement dit, même si vous allez sample avec mu, votre estimateur, vous allez quand même estimer la Q-value pour pi. Je vais vous donner des exemples tout de suite, ça sera peut-être plus clair. Si vous prenez l'estimateur de Monte Carlo pour la valeur d'état, et vous êtes en mode off policy. Donc vous jouez votre politique comportementale mu, vous obtenez cette suite de récompenses et vous dites la valeur d'état de pi, un estimateur non biaisé, c'est ça, c'est ce que j'ai obtenu avec ça. Est-ce que c'est off policy, c'est-à-dire est-ce que le gain que vous avez obtenu là, c'est un bon estimateur de pi, même si vous avez joué mu? En fait, non, pas du tout. Il n'y a aucune raison pour laquelle ça devrait être un bon estimateur. Pourquoi? Parce que simplement mu elle n'a aucun rapport avec pi, du coup les récompenses que vous allez obtenir n'ont aucun rapport avec les récompenses que vous aurez obtenues si vous aviez joué pi. Du coup, non, Monte Carlo n'est pas off policy.
Et avec la Q-value, ce serait pareil. Maintenant, TD0. Donc là, TD0, vous vous dites, est-ce que ça, récompense et valeur d'état suivant, ça aurait été la même chose avec pi? Si là, je les sample avec mu. Bah là, en fait, non plus, parce que, bah, ne serait-ce que pour la première récompense, c'est pas celle que vous auriez obtenue en espérance. Hein, on réfléchit toujours en espérance. C'est pas celle que vous auriez obtenue avec pi, parce qu'avec pi, vous auriez joué une autre action. Donc vous auriez obtenu une récompense RT différente en espérance, et vous seriez arrivé dans un état ST plus 1 différent en espérance. Donc TD0, pas off policy. Maintenant Sarsa. Sarsa, là la récompense, donc là vous êtes dans un état S, vous jouez une action A avec mu, vous obtenez une récompense R avec mu, et vous arrivez dans l'état ST plus 1, et vous faites l'action AT plus 1 avec mu. Là la récompense, en fait, elle est non biaisée. Pourquoi? Parce que même si vous l'avez sample avec mu, bah, puisque, en fait, en termes d'environnement, elle dépend que de l'état et de l'action, puisque ces deux-là, on les voit bien ici, ils correspondent bien ici à cette récompense, bah, en fait, là, la récompense, elle est juste. Même si vous l'avez sample avec mu, bah, en fait, ce que ça vous fait, cette incrémentation, c'est de dire que vous rapprochez votre Q-value de la récompense, plus de ça, mais de la récompense, donc, que vous auriez obtenu aussi si vous avez joué l'action A avec pi, hein, évidemment. Par contre, bah pour l'état, c'est bon aussi, puisque l'état que vous jouez pi ou que vous jouez mu, puisque vous avez de toute façon joué l'action AT, c'est le même en espérance, mais l'action AT plus 1, c'est pas le même. C'est pas le même parce que ça c'est joué avec mu, c'est pas joué avec pi. Voilà. Donc, Sarsa, c'est pas bon. Et là, Sarsa expected, bah là, Sarsa expected, on n'a plus d'action jouée avec mu. En fait, tout ça c'est obtenu en jouant mu, ok, mais puisque ici c'est paramétré par l'action AT, vous auriez eu la même chose si vous aviez été dans l'état ST et vous avez pris l'action AT avec pi. Du coup, en fait, Sarsa expected, c'est off policy, et du coup, vous pouvez utiliser Sarsa expected pour des algorithmes off policy, faire du RL off policy. Donc, c'est-à-dire pour mettre à jour une politique greedy à partir d'expériences sample avec une politique epsilon greedy ou avec une politique ancienne. Donc, c'est ce que je voulais dire par p-hold ici. Ou avec une politique qui vient avec des transitions qui viennent d'autres agents, ou même avec les trois. Donc avec des transitions issues d'autres agents et issues d'anciens entraînements d'autres agents en mode exploration. Du coup, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur l'off policy, sur le fonctionnement théorique? Je sais que c'est pas forcément facile, les formules, les calculs. Du coup, si vous avez des questions là-dessus. Ok. Du coup, donc je vais passer à la suite. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire l'off policy? C'est, donc comme je l'ai dit, réutiliser des expériences passées, utiliser une politique ancienne. Et donc ça, c'est l'expérience replay. L'expérience replay, c'est un truc vraiment super utile en RL, puisque ça désigne le fait de réutiliser des transitions sample avec des politiques anciennes, donc pendant toute la durée de l'entraînement. Et du coup, c'est super efficace en termes de sampling de données. Et du coup, ça répond totalement à d'éventuels problèmes de pénibilité de sampling. Du coup, comment ça marche? En fait, vous n'allez pas jeter votre transition, vous allez les stocker dans une mémoire qu'on va appeler un buffer, un replay buffer, donc d'une capacité de transition de, par exemple, 1 million. Et vous allez effectuer la boucle d'apprentissage suivante. Donc, en premier lieu, vous allez interagir avec l'environnement en jouant la politique comportementale mu. Donc là, c'est la partie interaction avec l'environnement. Vous remplissez le replay buffer pendant ce temps-là, en interagissant avec l'environnement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez entraîner vos algorithmes. Donc, par exemple, vous pouvez entraîner vos algorithmes avec Sarsa expected, avec Sarsa expected ou avec d'autres algorithmes qui sont off policy, peu importe.
Donc ça, c'est la phase d'entraînement. Et une fois que vous avez entraîné, vous allez mettre à jour votre politique pi, et souvent votre politique mu aussi, puisque mu dépend de... Enfin, mu est souvent relié à pi, ou en tout cas, elles dépendent de la même chose, par exemple la Q-value. Du coup, voilà, ça c'est vraiment la boucle qui permet d'accumuler des transitions et de les exploiter de mieux en mieux au cours de l'entraînement. Donc, les intérêts, c'est quoi? Déjà, sample efficiency, on l'utilise plusieurs fois à chaque transition tirée, donc ça c'est super bien. Des corrélations, ça c'est moins évident, c'est qu'en fait, imaginez vous apprenez d'un épisode, sur un épisode, souvent les récompenses que vous allez obtenir, elles sont corrélées, dans le sens que, imaginez vous faites une bonne partie aux échecs, si vous avez des bonnes récompenses, si les premières récompenses sont bonnes, c'est plutôt, en général, c'est plutôt fréquent que les dernières récompenses seront bonnes aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les récompenses, et de manière générale, les transitions sont corrélées entre elles. Et du coup, le fait d'avoir de la corrélation, ça augmente la variance. Donc, par exemple, si votre épisode dure 10 étapes, entre sample, 10 transitions et apprendre dessus, si vous allez sample seulement du dernier épisode, ou si vous sample juste dans le replay buffer, il va y avoir moins de corrélation si vous allez sample dans le replay buffer, puisque les 10 transitions que vous allez sample du replay buffer, elles sont chacune issues d'un épisode différent, en général. Du coup, en fait, il y a peu de raisons pour lesquelles ce serait corrélé, et vous avez beaucoup moins de variance, et donc ça accélère grandement la capacité d'apprentissage par rapport à si vous appreniez du même épisode. Un autre avantage, c'est que vous pouvez paralyser, donc ça c'est plus par rapport à l'expérience replay, vous pouvez interagir avec l'environnement et en parallèle entraîner. Donc vous interagissez et vous envoyez les transitions que vous recevez en continu vers le replay buffer, et en parallèle vous entraînez vos algorithmes en allant chercher des trucs dans le replay buffer, et de manière périodique vous mettez à jour votre politique pi. Ça, vous faites ça en continu, vous remplissez B en continu, et vous mettez à jour de manière périodique, donc un peu moins fréquemment que vous interagissez avec le replay buffer. Ok, et dernier avantage, éviter le catastrophic forgetting, donc ça c'est de manière générale en deep learning, c'est vous allez éviter d'oublier les informations extraites des plus anciennes transitions, puisque vous les avez toujours en mémoire. En fait, vous gardez en mémoire tout ce que vous avez joué depuis le début, en tout cas depuis les 1 million de dernières transitions, si votre buffer est de capacité 1 million. Du coup, vous n'avez pas de risque d'oublier des choses qui vous auraient été utiles quand vous commencez l'entraînement. Voilà. Du coup, on va reparler du Q-learning, donc je l'ai introduit tout à l'heure, c'est en fait une application de Sarsa Expected à la politique greedy. Donc pour rappel, vous rapprochez votre... alors je l'ai pas mis, mais c'est Q-value estimée de l'état ST et de l'action AT. C'est estimé comme la récompense que vous obtenez immédiatement, puisque vous venez de prendre l'action, donc la récompense dépend que de l'état et de l'action, et de l'environnement. Et ensuite, vous considérez que la somme des récompenses suivantes, je vais estimer ça comme le maximum de mes Q-value. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que je suis une politique greedy, juste après, l'action que je vais prendre, ça sera forcément la meilleure action. Vu que je suis greedy, je suis super fort, je vais prendre la meilleure action. Et donc, ça sera la Q-value la meilleure Q-value de l'état suivant. Donc ça, c'est un algorithme qui est à la fois off-policy et qui est de faible variance. Et donc c'est vraiment un bon algorithme super connu, qui est en fait un algorithme un peu de base utilisé en value-based RL. Donc là en fait on est dans le cas où votre politique pi c'est la politique greedy et votre politique de comportement c'est politique epsilon greedy hold. Qu'est-ce que j'entends par hold? J'entends utiliser des transitions sample du replay buffer, donc des transitions sample avec une vieille politique. Vieille politique qui était epsilon greedy d'ailleurs à l'époque. Voilà. Donc une remarque, vous pouvez en fait retrouver cette équation du Q-learning sans passer, comme je l'ai fait par Sarsa Expected et par mes arguments de réduire la variance sans ajouter trop de biais, etc. Comme
en vous adaptant en fait à l'équation de Bellman optimale. C'est, je dirais, les deux manières de retrouver cet algorithme. Donc, maintenant, application de la boucle du off policy à l'algorithme de Q-learning. Donc, vous allez commencer par une période d'interaction où vous jouez mu, donc politique epsilon greedy, pendant un certain nombre de steps ou un certain nombre d'épisodes. Vous ajoutez les transitions obtenues au replay buffer. Ensuite, il y a l'étape d'entraînement, donc vous allez tirer un certain nombre de samples de B, par exemple 128, et vous vous entraînez là-dessus, vous entraînez votre Q-value là-dessus, et normalement ça doit rapprocher la Q-value estimée de la vraie Q-value. Et ensuite, étape d'amélioration, vous rendez pi greedy par rapport à la Q-value estimée. Et voilà, vous avez la boucle du Q-learning qui converge donc vers la politique optimale, mais vraiment optimale pour le coup, pas optimale explorative. Voilà, des questions là-dessus, sur le Q-learning? Ok, ouais. Bon, du coup, s'il n'y a pas de questions, je vais passer à la suite. Donc, j'ai parlé brièvement du Deep Reinforcement Learning, donc l'utilisation de réseaux de neurones. Comment on fait du RL d'habitude? En fait, ce que je vous ai présenté pour l'instant, c'est ce qu'on appelle du tabulaire. Donc, c'est le cas où les états sont finis. Par exemple, vous avez un nombre d'états n state, et vous allez juste ranger ces états dans une table et associer les valeurs d'état à ces index d'état. Et l'apprentissage, c'est comme ça, c'est moving average, ou donc avec alpha qui représente le learning rate. Donc là, je suis parti du principe que les états, ils étaient finis et ils étaient peu nombreux. Mais en fait, c'est pas le cas en général. C'est le cas pour les actions. Les actions, très souvent, elles sont discrètes, ou alors on peut s'y ramener. Mais c'est pas du tout le cas pour les états dans les problèmes concrets. Par exemple, imaginez vous avez une image de taille 220 x 240 x 3. Là, le nombre d'états, sachant que chaque pixel peut prendre 256 valeurs, c'est quoi? C'est 256. C'est 220 x 240 x 3 puissance 256. Donc c'est évidemment énorme et vous ne pouvez pas avoir à vous faire du tabulaire là-dessus. Et même si vous réduisiez la dimension de l'image, ça serait toujours beaucoup trop gros et ce ne serait pas adapté. Enfin bref, il faut trouver une méthode pour lutter contre ça. Et cette méthode, c'est d'utiliser du deep, donc des réseaux de neurones. Donc là, en fait, vous allez avoir votre état sous forme d'un array de valeurs. Et il va rentrer dans un réseau de neurones qui, en sortie, possède un neurone de sortie, donc un scalaire, qui représente la valeur d'état estimée. Donc là, c'est estimé dans le sens que c'est estimé avec des paramètres, des paramètres du réseau de neurones, donc les poids du réseau de neurones, qui sont censés, à partir d'un état, vous donner la valeur d'état estimée. Et donc là, l'intérêt, c'est que en fait, votre apprentissage, vous allez le faire comme du deep learning classique, donc vous allez faire une descente de gradient sur la loss entre la valeur d'état estimée et x, qui est votre estimateur. Par exemple, si vous obtenez, vous faites un épisode, vous obtenez un gain futur pour votre état S qui est G de T, et vous allez vous allez calculer la loss entre la valeur d'état estimée par votre réseau de neurones pour l'état considéré et GT. Et vous allez backpropager là-dessus. Et normalement, c'est censé modifier les poids de votre réseau de neurones de sorte à ce qu'il généralise la notion de valeur d'état et qu'il apprenne ce que c'est vraiment que la valeur d'état. Du coup, je trouve ça plutôt impressionnant et intéressant comme application du deep learning, d'appliquer ça au RL. Donc, en fait, ça vous permet de faire deux choses. Déjà, traiter la malédiction de la dimension, donc le fait que le nombre d'états explose. Et autre chose, ça vous permet d'exploiter les corrélations entre deux états. Parce que dans le cas tabulaire, en fait, quand vous apprenez d'un état, par exemple, si vous apprenez de l'état 1 dans Ocean Env, ça va rien vous apprendre sur l'état 0. Là, les états, ils sont
totalement indépendant, en termes d'apprentissage je parle, dans le cas tabulaire. Mais dans le cas du DEEP, c'est pas le cas, puisque vous allez avoir, quand vous apprenez d'un état, les états similaires, en général, vous allez aussi apprendre dessus. Hein, c'est le principe du deep learning. Vous êtes capable de généraliser les concepts grâce au réseau de neurones. Ok. Attention néanmoins, du coup, le deep learning, c'est un outil super puissant, mais c'est assez mal compris. Et entre la théorie du tabulaire et la théorie du deep reinforcement learning, il y en a une, c'est la deuxième, qui est beaucoup moins étudiée, enfin beaucoup moins comprise, et il y a beaucoup moins de résultats, de théorèmes sur la deuxième. Hein, le premier tabulaire, c'est beaucoup plus élégant en termes mathématiques que le deuxième. Mais le deuxième, c'est beaucoup plus puissant et ça devient nécessaire dans les problèmes concrets. Voilà. Question sur le Deep Reinforcement Learning. Ok. Du coup, en fait, pour combiner un petit peu tout ça, voilà l'algo qui a vraiment lancé le Deep Learning dans l'apprentissage par renforcement. Donc, c'est le DeepQ Network. Donc, c'est juste une application du Deep Learning à l'algorithme de Q-Learning. Là, vous voyez que, si je détaille un peu l'algo, on a un replay buffer, ils ont noté D ici, de capacité N, et on itère sur les épisodes et les états, où on joue la politique greedy, enfin epsilon greedy, pardon, et on effectue cette descente de gradient entre la Q-value, estimée selon notre réseau de neurones, et la target de la Q-value, qui correspond à l'estimateur du Q-learning de la Q-value. Voilà, et donc là vous voyez que vous allez sample un mini batch 2D, et vous allez apprendre de ce mini batch. Alors un autre truc qu'on peut faire en RL, qui permet de réduire les problèmes de variance, c'est la notion de parallélisation. Alors j'en ai brièvement parlé précédemment, mais en fait, la parallélisation, ça permet de décorréler les batchs de données, ce qui réduit énormément la variance par rapport à ce que vous auriez si vous ne décorrélez pas vos batchs. Et ça permet de gagner du temps de manière générale en parallélisant vos environnements sur les différents CPU que vous avez. Et vous pouvez même faire ce qu'on appelle vectoriser les données, c'est-à-dire que chacun de vos workers, donc les workers c'est en fait les instances des agents qui vont travailler sur les environnements de manière parallèle, imaginez votre worker en fait, vous pouvez prendre, mettons, n actions en même temps qui correspondent à n environnements en même temps. Et si vous prenez l'intérêt de prendre n actions en même temps, c'est que les réseaux de neurones, ça fonctionne bien avec les GPU pour traiter des batchs de données. Donc par exemple, vous donnez à votre réseau de neurones un batch d'état et il va vous sortir un batch d'actions qui va correspondre à n actions, chaque action étant l'action que vous devez faire dans l'environnement correspondant. Du coup, comment ça marche? En fait, vous alternez des workers qui vont sample dans les différentes instances de l'environnement, puis qui vont envoyer les batchs de données dans le trainer, donc le truc qui apprend vraiment. Et le trainer, il va concaténer tous ces batchs et il va apprendre dessus. Et régulièrement, le trainer, il va mettre à jour les poids des workers, donc par exemple les poids des réseaux de neurones des workers, et il va faire ça de manière périodique pour juste mettre à jour les workers. Et ça, plus le fait que ça soit off policy, ça permet d'apprendre très efficacement là-dessus. Voilà, donc on arrive à la fin de cette formation. Je fais un petit bilan de ce qu'on a appris. Donc, d'abord, on a vu le model base, donc qui consiste à étudier le RL en termes de planification, donc quand vous connaissez le modèle, avec des fondations très mathématiques, donc les équations de Bellman et les algorithmes qui permettent de résoudre ça. Ensuite, on a vu le modèle free, où vous devez réellement interagir avec l'environnement.
Et donc là, je me suis concentré sur le value-based RL, donc là où vous avez une notion de Q-value, avec les méthodes de Monte Carlo et les méthodes de TD Learning. À noter que vous avez aussi une partie policy-based, avec des algos purement policy-based, donc vous optimisez juste une politique. Pour en parler brièvement, en fait, vous avez un réseau de neurones paramétrés, où en entrée vous avez un état, en sortie vous avez une distribution d'actions, et vous allez essayer de définir une notion de fonction objectif qui va dépendre des paramètres du réseau de neurones. Et une fois que vous avez ça, et une fois que vous avez un estimateur de ça, vous pouvez faire une descente, plutôt une montée de gradient sur cette fonction objectif pour bouger les poids du réseau de neurones de sorte qu'il optimise, la fonction objectif. Donc malheureusement, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais c'est aussi super intéressant. Donc ça s'appelle le policy base. Et vous avez des algorithmes qui sont à la croisée des deux, c'est-à-dire qui sont originalement du policy base, mais qui utilisent aussi des Q-value ou des state value. Du coup, ça utilise un peu des deux. Voilà, donc ça, ce serait à vous de creuser si jamais ça vous intéresse plus. Un petit point sur les problèmes de manière générale du RL, c'est que, premièrement, vous avez beaucoup d'instabilité dans les environnements très variables. Et en fait, la majorité des innovations qui sont faites en RL, c'est axé sur la réduction de variance, notamment la parallélisation ou love policy par exemple. Vous avez une instabilité qui vient de l'entraînement simultané de plusieurs réseaux. Alors ça, on ne l'a pas vu dans cette formation, parce qu'à chaque fois on entraînait qu'un réseau ou qu'une seule table, entre guillemets. Donc, par exemple, un seul DQN. Mais dans les algorithmes acteurs critiques, donc là c'est les algorithmes qui utilisent à la fois du policy-based et du value-based, vous pouvez avoir plusieurs réseaux, un réseau pour la politique, un réseau pour la Q-value, peut-être même un réseau pour la state value. Et le fait d'utiliser plusieurs réseaux comme ça de manière indépendante, c'est parfois assez instable en termes d'apprentissage. Vous avez peu de garanties de convergence dans ce cas du deep RL, parce que le deep learning est mal étudié, on va dire, enfin mal compris plutôt. Du coup, vous avez beaucoup moins de garanties de convergence par rapport au tabulaire qui, lui, a vraiment des fondations et des résultats mathématiques. Et enfin, un point important, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'hyperparamètres selon les algorithmes. Des QN, par exemple, il doit y en avoir 10, 12 des hyperparamètres, je pense. Après, il faut voir ce qu'on considère comme un hyperparamètre, mais de manière assez large, vous en avez vraiment beaucoup. Et c'est très sensible aux hyperparamètres. Entre deux valeurs, vous pouvez avoir deux runs d'algo qui vont varier énormément. Du coup, c'est pas du tout évident d'hyperparamètre tune vos agents. Du coup, petit point sur ceux qui veulent se lancer dans l'URL de manière pratique. Pour les environnements, la librairie qui est tout le temps utilisée, c'est Gym. Hein, ça, il n'y a pas de débat, vraiment. Même si votre environnement, c'est pas directement un environnement de Gym, vous pouvez toujours vous y ramener. Enfin, c'est généralement ce qui est fait et ce qui est apprécié dans la communauté. Et enfin, pour les librairies de RL, vous en avez vraiment beaucoup. Je vous conseille de plutôt essayer d'utiliser ces librairies plutôt qu'implémenter directement vos agents, puisque ça c'est beaucoup plus pratique et plus intéressant d'un point de vue industriel et pratique de faire ça. Donc les deux librairies, les deux plus grosses librairies, je dirais, c'est Stable Baseline et RLlib. Stable Baseline, c'est vraiment efficace, rapide à mettre en application. Et donc, je vous conseillerais d'utiliser ça par défaut si vous avez un projet où vous avez besoin de RL. Hein, c'est très facile d'importer l'agent, et si vous avez bien défini votre environnement, vous appliquez l'agent dessus et il performe. Et puis vous avez RLlib qui est une librairie un peu plus lourde et plus instable, mais qui est beaucoup plus grosse et qui a le gros avantage d'être adapté au multi-agent et au hiérarchique. Le hiérarchique, j'en ai parlé brièvement dans la précédente formation, mais ça consiste à déléguer la réalisation de vos actions à les plus petits agents, des sous-agents, qui vont être spécialisés à effectuer une action particulière. Donc c'est super intéressant aussi. Et le multi-agent, c'est une autre branche du RL, qui consiste tout simplement à avoir, au lieu d'avoir un agent qui performe dans un environnement, vous avez N agents
qui vont performer en même temps dans le même environnement. Alors ensuite, il faut voir si les N agents sont juste des copies d'eux-mêmes ou s'ils sont vraiment indépendants, c'est-à-dire en termes de poids, s'ils s'entraînent de manière indépendante, ou alors si c'est N copies, s'ils ont des tâches homogènes, on peut faire N copies des agents. Bref, voilà. Et donc c'est aussi l'avantage d'être scalable, c'est-à-dire que ça s'adapte à la capacité de vos machines, puisque c'est construit sur Ray, qui est une grosse librairie de parallélisation qui optimise vraiment les calculs. Et du coup, c'est plutôt à privilégier pour vraiment des gros projets. Et c'est assez dur d'utilisation, je dirais, en comparaison de Stable Base9, qui est vraiment intuitif. Alors enfin, il y a plein d'autres librairies que j'ai assez peu utilisées, notamment MLAgent qui se couple avec Unity, donc le moteur de jeu. Et voilà, je dis OpenAI Baseline aussi, assez intéressant, assez didactique, si vous l'étudiez couplé à la documentation. Du coup, voilà. Et en termes de ressources, je vous conseille si vous voulez vous intéresser au sujet, à lire le livre de Reinforcement Learning de Sutton and Barto, qui est un petit peu ce sur quoi j'ai basé cette formation. Et vous avez également un cours, une playlist sur YouTube de DeepMind sur le RL. Et également un papier de recherche assez fondamental sur le Deep Advancement Learning, donc sur le DQN. Et d'autres ressources si vous voulez en apprendre davantage. Voilà pour cette formation. Merci.